Le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à ta version, ô Père éternel. Nous sommes dans le Languedoc. Donc, bonjour à tous, merci de venir partager un moment qui, je l'espère, sera agréable. Donc aujourd'hui, Ah oui, attendez, j'ai oublié le micro. Ah bah c'est ça l'amateurisme. Allô? Ah ouais, c'est ça l'amateurisme. Hein. Donc on vient d'entendre la chanson de Brassens. Il m'avait réchauffé le cœur. Avec des mots simples, Brassens nous montre toute la charge symbolique du pain. Ce n'est pas qu'un aliment terrestre, c'est un aliment aussi, on va dire, spirituel, qui peut conduire, lorsqu'on est confronté à la faim, il peut sembler un festin. Et c'est la raison pour laquelle il souhaite toute la félicité possible à l'Auvergnate qui lui a donné un bout de pain. Donc, je vous propose de continuer par un autre petit extrait de film. Je voudrais te demander quelque chose. Donne-moi une tranche de ton pain. Je vais chercher un jambon. Non, te dérange pas, l'amoureux, c'est pas pour moi, j'ai pas faim. Voilà, je vais te dire. Oh, puis ça se saura toujours, et puis c'est pas du mal après tout. J'ai une femme avec moi là-haut. Alors le pain, ça lui fera plaisir. Mais prends le tout alors. Je peux pas te le payer, mais je t'en voudrais ça, hein. Dis, oh, tu l'as vu beaucoup des gens qui ont payé le pain dans la ferme de mon père? Dis-moi un peu peinture, mais comment tu deviens? C'est de vivre dans la montagne que tu déparles comme un bestiaire? Ah, celui-là est fort, tu veux me payer mon pain? Écoute, l'amoureux. Oh, après ça, te gêne plus. Tu peux pisser dans la soupière? Écoute, l'amoureux. Oh, tu sais pas ce que c'est pour moi. Il me semble que ça a une valeur si grande, si extraordinaire. Depuis le régiment, j'en ai pas mangé beaucoup, va. Si, le dimanche, quand je descendais à Banon, mais maintenant que j'ai une femme, ça a encore plus de valeur. Tu comprends, il y en a que quand ils vont à la ville, pour leur femme, ils leur achètent un petit bracelet, un foulard, de la dentelle. Eh ben moi, j'apporterai ce pain. Et tu peux pas t'imaginer ce que j'ai langui d'être à ce soir. Elle aura mis le couvert, elle aura mis les serviettes, parce que nous avons des serviettes maintenant. Alors, j'entrerai, je ne dirai rien, et je poserai le pain sur la table. Elle va se mettre à pleurer. Mon Dieu, mais qu'il est bête de dire des choses comme ça. Alors tu comprends, l'amoureux, si par maladresse je t'ai porté ombrage. Oui, tu m'as porté ombrage. Ben je l'ai pas fait exprès, je prie. Oublie tout ça, je ne sais pas, moi, tiens, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Il faut que tu en prennes un autre. C'est bien fait, je vais le chercher. Oh. Merci l'amoureux. Ouais, tu es un gros brute. Merci l'amoureux. Tu es épais comme un sanglier. Merci l'amoureux. Tu es bête comme un âne. Merci l'amoureux. Merci Alphonsine. Il c'est plus dur que merci maintenant. Vous avez reconnu un extrait du film comment? Eh oui, Pagnol, Regain. Mais c'était pour rappeler la charge symbolique. Vous avez vu, la Francine, elle porte le pain comme si c'était le Saint-Sacrement. Hein. Rompre le pain avec un ami. Beaucoup d'entre nous ont expérimenté cette expérience en quelques occasions. J'ai choisi pour illustrer ce thème un chapiteau de Vézelay, les ermites du désert égyptien. Antoine et Paul partagent leur repas. Ce n'est pas biblique, ça fait partie de la légende dorée. Antoine a connu la renommée de Paul, et puis il désire le rencontrer, il vient devant son ermitage,
il frappe, il insiste, et Paul refuse de lui ouvrir la porte. Mais devant l'insistance, au bout d'un certain temps, il se laisse aller, il ouvre, et alors il tombe dans les bras l'un de l'autre. Il faut savoir que, selon la légende dorée, un corbeau venait tous les jours porter un pain à Paul. Et ce jour-là, eh bien, il a porté une double ration. Et alors, ils sont rentrés dans une conversation pour savoir qui devait rompre le pain. Alors, Antoine voulait que c'était Paul, puisque c'était lui un petit peu son aîné, et Paul voulait que ce soit Antoine en tant qu'invité. Et c'est pour ça que sur le chapiteau, on les représente rompre le pain de concert. C'est la raison pour laquelle, sous une forme ou sous une autre, toutes les civilisations ont élevé le pain à la hauteur d'un symbole de vie. On l'a considéré comme la marque de la générosité des dieux envers l'homme. En fait, donner un morceau de pain à l'être que l'on veut aimer, c'est déjà se donner soi-même. D'ailleurs, lorsque l'on parle de notre meilleure moitié, nous les hommes, ne dit-on pas, par exemple, je vous présente mamie. Et elle répond, ah oui, mon vieux crouton. Bon, je ne souhaitais pas que ce soit triste. Et surtout, si vous avez envie d'ajouter vos propres commentaires, de poser des questions, on se connaît tous un peu maintenant, on peut le faire assez librement. Aujourd'hui, le pain, c'est devenu une denrée banale. C'est tellement banal que la première fois où un ami m'a demandé de faire une animation sur le pain, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Et puis je me suis mis à l'ordinateur, j'ai fait quelques recherches. Maintenant, je coupe parce qu'en plus que je suis bavard, je coupe parce que ça pourrait être long. Il y a vraiment tellement à dire sur le pain. Bien plus qu'une nourriture, c'est un supplément d'âme. Le pain, en fait, est né il y a de très 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 nombreuses années, et c'est certainement sa simplicité qui en fait son attrait. Il est issu du mot panis, qui est dérivé du sanskrit pa, qui signifie nourrir. C'est vraiment l'essence même. Le pain a évolué au fur et à mesure des années et beaucoup de recettes ont été créées. Aujourd'hui, dans le commerce, on doit trouver autour de 70 recettes de pain différents. Chaque pays a sa propre spécialité et sa propre manière de le fabriquer. En France, il a représenté pendant longtemps l'essentiel de la nourriture. Quant aux céréales qui rentrent dans la composition du pain, elles n'ont cessé d'évoluer au fil des années. À l'origine du pain, donc comme je disais, c'est l'une des plus vieilles préparations alimentaires. Sa composition est simple, farine de céréales, eau, aujourd'hui agent de fermentation, et beaucoup plus tard le sel. L'ancêtre du pain a dû être une bouillie à base de céréales peut-être mal nettoyées et qui fermentait spontanément. On a mis en évidence des traces de bouillie fermentée en Europe qui ont plus de 6000 ans. La première meule à grains remonterait à la fin du néolithique ou du bronze, c'est-à-dire moins 10 000, moins 3 000 suivant les régions. Mais peut-être pour un peu mieux comprendre cette histoire, je vous propose de passer un moment avec nos ancêtres. Il y a environ 15 000 ans, le climat se modifie. Les glaciers fondent et grâce à l'eau qui ruisselle de nouveau, la vie reprend peu à peu ses droits. C'est au Moyen-Orient, dans la région du croissant fertile, de l'actuel Israël à l'Irak, que les hommes trouvent les conditions les plus propices à leur survie. Le film n'est pas de bonne qualité, c'est parce qu'il est C'est d'époque. ici que les nomades font une découverte qui va bouleverser l'humanité.
Ils découvrent une grande famille d'herbes, les graminées. Certaines d'entre elles produisent des épis de graines comestibles. Les plaines sont un véritable garde-manger. Il y a assez de céréales sauvages pour nourrir tout le monde. Les céréales ont une particularité vitale et unique, elles ne s'abîment pas. À l'abri de l'humidité, on peut les conserver pendant des décennies. Ils ont enfin une bonne raison de se sédentariser. L'on cuit les aliments sur des pierres brûlantes. Peu à peu, ils se sédentarisent à proximité des réserves de nourriture. Cette variété primitive de céréales ne leur permet pas de faire du pain. En revanche, ils en font des biscuits qu'ils emportent lors de leur voyage. On distingue trois grands foyers fondateurs de civilisation. Celle du blé dans le croissant fertile, à la frontière de l'Iran et de l'Irak actuel, celle du riz en Asie et le maïs en Amérique. Longtemps considéré comme le pilier de nos tables, le pain a subi la convoitise des marchés. Pardon. Le pain a subi la convoitise des marchés et y a perdu un petit peu de son âme et peut-être aussi de son intérêt nutritionnel. Pourtant, nous allons tenter de voir tout ce que nous devons à nos ancêtres et aïeux et tenter de restituer à cet aliment un petit peu de sa force émotionnelle. Le pain, c'est une histoire donc, qui remonte loin dans le temps. L'écrit le plus ancien concernant la fabrication du pain levé remonte à la civilisation sumérienne 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même une grande période depuis ici. Les Sumériens sont également célèbres pour avoir inventé la roue et l'écriture cunéiforme. Cette civilisation serait apparue en même temps que l'épeautre, qui poussait sur certains terrains peu fertiles et secs de la région actuelle de l'Irak. Cette céréale communément appelée le blé des Gaulois, est une famille de la plante des graminées. Ses nombreuses vertus nutritives et curatives seront décrites au Moyen-Âge par Hildegard von Bingen, qui nous dit « L'épeautre, autrement appelé spelta, est un excellent grain, de nature chaude et plein de force, et plus doux que les autres grains. À celui qui le mange, il donne une chair et un sang de qualité, il donne un esprit joyeux et met de l'allégresse dans l'esprit de l'homme. Sous quelque forme qu'on le mange, pain ou autre préparation, il est bon et agréable. » Hildegard von Bingen a été une grande moniale du Moyen-Âge qui a écrit un certain nombre de livres, aussi sur l'anatomie
est composé de nombreux chants mystiques dont on écoute en ce moment un extrait. Ce que je trouve de remarquable, c'est que pour l'époque, en tant que femme, elle avait une certaine personnalité et qui fut reconnue par Saint Bernard d'ailleurs. Une des caractéristiques de l'épeautre est son enveloppe, appelée glumelle, très riche en silicium et très dure, qui protège les graines des moisissures. Grâce à ses racines profondes, l'épeautre peut pousser sur des terrains très pauvres, très secs et peu fertilisés. Il réagit peu aux engrais chimiques et par contre son rendement est très faible. C'est la raison pour laquelle elle a été progressivement écartée de l'agriculture conventionnelle au profit de l'agriculture biologique. Ce sont d'abord les monastères et les abbayes qui défrichent. J'associerai d'une manière assez forte le pain au Moyen-Âge aux religieux. Bon, c'est un petit peu les religieux qui ont formé, qui ont façonné la culture du Moyen-Âge. Donc, ce sont les monastères et abbayes qui défrichent et qui assurent des progrès techniques pour la fabrication du pain. Puis, l'utilisation de la charrue a permis une augmentation de la production. Au Moyen-Âge, les maisons étaient en bois, les fours étaient dangereux. Chaque famille donc pétrissait son pain et le portait au fournier qui gérait un four un petit peu en dehors des habitations et on le faisait cuire. Mais le pain était la propriété du seigneur en fait. Le nom boulanger trouvera plus tard son origine dans la forme des pains qui étaient le plus souvent individuels, ronds et de petite taille. Les boules. À la veille de la Révolution, le pain coûtait moins cher que la viande. Mais au fil des ans, son prix va devenir inabordable, à tel point qu'au milieu du XIXe siècle, le vol de pain conduit au bagne. Avec l'évolution du niveau de vie, on mange moins de pain et plus de viande. Le pain a perdu progressivement de son prestige, et plus rapidement à la ville d'ailleurs qu'à la campagne. Et puis, au début du XXe siècle, à Paris, une nouvelle technique de fabrication va arriver, où la fermentation sera assurée à 100% par la levure. Et l'archétype de cette évolution, ce sera la baguette, dont la réputation fera le tour du monde, mais qui est relativement récente en fait. Et puis dans les années 60, le pain est redevenu un aliment un petit peu banal. Aujourd'hui, le retour aux recettes traditionnelles reprend le dessus. Mais revenons maintenant au symbole de vie dans les différentes civilisations. On l'a vu, lorsque les hommes se sont sédentarisés pour avoir un petit peu organisé l'agriculture, ils ont aussi mis leur survie, on va dire, en équilibre avec les forces de la nature. Une mauvaise année, mauvaise récolte. Donc ils se sont tournés vers les dieux, pour obtenir un peu plus de secours. Et puis, il y a 5000 ans, Osiris déclarait être le pain de vie des enfants de l'Égypte. Il a appris aux hommes à cultiver le blé, à faire la farine et à préparer le pain. D'ailleurs, les pharaons versaient parfois des salaires sous forme de pain. Hérodote mentionne la fabrication du pain en Égypte pour la première fois en 2800 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, généralement, la fabrication du pain levé est attribuée aux Égyptiens. On va dire que c'est une légende, mais ils en auraient fait la découverte par hasard. Le pain était fabriqué avec l'eau du Nil, qui est naturellement riche en ferments, en bactéries, et une pâte à pain sans levain aurait été oubliée dans une fabrique.
afin de ne pas le perdre, on a décidé de le cuire et on s'est aperçu que c'était bon. Voilà. Voilà un petit peu comment serait née la culture du pain levé. Puis il fut après enrichi de graisse, d'œufs, de miel. Les Égyptiens, d'ailleurs, plaçaient dans les tombes des provisions pour assurer aux morts sa subsistance dans l'au-delà. On a retrouvé des pains dans des tombeaux qui ont aujourd'hui plus de 5000 ans, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Ils étaient de forme ovale, rebondis, et malgré le temps, quelque part assez bien conservés. On raconte après, un peu plus tard, on raconte que lors du siège de Rome par les Gaulois, les Romains invoquèrent Jupiter. Il leur conseilla de jeter par-dessus les murs ce qu'ils avaient de plus précieux. Alors ils fabriquèrent des pains et les bombardèrent les assaillants avec ces pains, qui pensèrent, c'était les Gaulois, qui pensèrent que en fait, les Romains étaient suffisamment riches, avaient suffisamment de biens pour pouvoir gaspiller du pain. Ils décidèrent alors de lever le siège. Découragés, ils levèrent le siège. En reconnaissance, les Romains élevèrent des temples à Jupiter, Jupiter Pistor, c'est-à-dire Jupiter boulanger. Ce qui associait déjà le symbolisme du blé, vie et mort, à la destinée de la ville. On pourrait rapprocher cette histoire de Dame Carcasse. En Grèce, l'aliment national a été la massa, une galette non fermentée à base de farine, d'orge grillée. En Gaule, nos ancêtres ont appris la fabrication du pain levé par l'entreprise de la colonie phocéenne. En Italie, les Romains furent d'abord perçus comme des mangeurs de bouillie de céréales, mais le pain était la nourriture qu'ils confectionnaient et mangeaient le plus. En moyenne, 800 grammes de pain par jour. J'insiste un petit peu, c'est relativement considérable. Mais c'est certain que c'était du pain qui était complet, qui pouvait être assimilé plus facilement qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui on mangeait 800 grammes de pain par jour, ça représenterait quand même plusieurs baguettes. Sous le règne de l'empereur Auguste, au 1er siècle, on dénombrait 329 boulangeries à Rome, pour dire que c'était quand même considérable, quoi. Puis, au Moyen-Âge, les premières boulangeries, ainsi que les moulins à vent, sont apparus vers le VIe siècle. C'est à partir du XIe siècle que le pain est devenu l'aliment de base. À la Renaissance, il est devenu un aliment populaire par excellence. Le roi Philippe Auguste permettra aux boulangers d'avoir un four chez eux et les corporations seront instaurées. Le travail de nuit arrivera un peu plus tard, au XIVe siècle. Bien sûr, les boulangers ont interdiction de vendre du pain brûlé, rassis, trop petit, entamé par les rongeurs. Mais les riches, eux, ont droit au pain de froment, alors que les pauvres ont droit souvent au pain de disette. Fade et gris, on y retrouve de la farine de seigle, et lorsqu'il n'y a pas suffisamment de farine, on y mettra de la paille, de l'argile, de l'écorce d'arbre, pour dire qu'on ne manquait pas d'imagination pour nourrir le bas peuple. Au XIVe siècle, Jean le Bon fit établir 3 sortes de pain obligatoires. Donc on trouvera une des variétés qui sera le pain de Chailly, Chilly-Mazarin. Ce pain avait la particularité, avait la faculté d'avoir une assez bonne conservation. C'est la raison pour laquelle on l'emmenait sur les bateaux lorsqu'on partait en perche, en campagne de pêche. Et puis, à la Révolution, tout le monde connaît cette anecdote de Marie-Antoinette, le peuple s'étant soulevé parce que le pain était devenu trop cher, et elle avait dit, s'il n'y a plus de pain, eh bien, qu'il mange de la brioche.
Mais attention, la farine peut devenir une arme révolutionnaire. Ce n'est pas si vieux, hein. Vous reconnaissez ces personnages. J'avais été sérieux jusque maintenant. À l'époque moderne, la taxation des moulins et des fours sera abolie après la Révolution. Et on va arriver au pain pour tous, riches et pauvres, le pain de l'égalité. Et puis, au milieu du XIXe siècle, Auguste Sank, un officier autrichien, commence à produire avec succès à Paris des petits pains. Pardon. Ah, excusez-moi. Je vais essayer de le bloquer. Ah oui, il y a eu un coup de vent. Oui, j'en étais à milieu du 19e siècle, milieu du 19e siècle. Cet officier autrichien, Auguste Sank, qui commence à produire à Paris des petits pains à la fine croûte dorée qui auront un succès aujourd'hui international. Donc ce sera le début du règne de la viennoiserie. Pour faire une petite pause, je vous propose de regarder quelques images qui sont relativement récentes, qui datent de la fin du XXe siècle, mais qui vont peut-être rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, c'est le film Farebic, tourné dans l'Aveyron, dans les années 60. C'est une famille de paysans, de vrais paysans, et qui ont été filmés. C'est les 4 saisons de Farebic. C'est un film que je recommande d'ailleurs, qui est d'une grande poésie. Moi, je l'ai vu peut-être une dizaine de fois, et à chaque fois, je vois des détails qui m'avaient échappé la fois précédente. Tiens, Maria. Merci, madame. Tiens, je m'en donne. Merci, maman. Je veux porter celui-là. Attention, je vais tomber. Tu t'es fait mal? Non. Il faut faire attention, bon. Allez, ça va la laver. J'ai choisi cette dernière image pour illustrer le temps qui passe, cette
cette quatrième dimension,